Bon bah bonsoir camarades. Donc je vais commencer par un petit topo pour introduire la discussion. Bon, il y a beaucoup de points qui pourraient être développés bien plus longuement que ce que je vais dire, mais il faut bien il faut bien lancer la discussion, et donc je préfère faire pas trop long et permettre comme ça la discussion après. Alors, l'ignoble attentat contre les locaux de Charlie Hebdo, donc il a fait 12 morts le 7 janvier. Parmi les victimes, les dessinateurs Cabu, Charb, Honoré, Tinus et Wolinski, les journalistes Elsa Kayad et Bernard Maris, Michel Renaud, invité de la rédaction, l'ouvrier de maintenance Frédéric Boisseau, les policiers Franck Brisolaro et Ahmed Merabet, et le correcteur Mustapha Ourad. Ensuite, le 8 janvier, c'est la policière municipale Clarissa Jean-Philippe qui a été tuée, suivi le 9 janvier des clients du supermarché Cacher de la Porte de Vincennes, Philippe Braham, Johan Cohen, Yoav Attab et François-Michel Sada, abattus parce que juifs. Donc à l'horreur d'une tuerie motivée par l'obscurantisme religieux et le racisme, s'ajoute une émotion d'autant plus forte chez bien des progressistes, pour qui Charb, Cabu, Honoré, Tinus et Wolinski, s'ils se sont jamais revendiqués communistes révolutionnaires, ont malgré tout à plusieurs reprises été engagés aux côtés des luttes des travailleurs ou de luttes de sans-papiers. Bien des dessins de ces dessinateurs ont illustré et continueront d'illustrer des affiches, des tracts, des bulletins ou des articles dans nos combats, que ce soit des luttes syndicales, des combats antimilitaristes, antiracistes ou féministes. Et au-delà des opinions politiques, nous rappelons une fois encore notre attachement à la liberté d'expression, y compris le droit au blasphème et le droit de se moquer des valeurs sacrées, des religions et de la patrie, des livres sacrés et des hymnes nationaux, des prophètes, des généraux, des papes, des chefs d'État, etc., etc. Des centaines de milliers, peut-être même des millions de personnes en France comme à l'étranger se sont levées, ont manifesté suite aux tueries, indignés par les meurtres, par l'obscurantisme et aussi par l'antisémitisme. Il est à noter que les premières manifestations, dès le 7 janvier, étaient plutôt appelées par des organisations de défense des droits humains comme la LDH, des associations antiracistes et des organisations syndicales, souvent à l'initiative de sections syndicales de la presse, qui ont été relayées par les structures interprofessionnelles. Quelles qu'aient été les récupérations politiciennes qui ont suivi ensuite, on rappelle encore que les journalistes et dessinateurs assassinés, ils luttaient à leur manière contre l'ordre social actuel, ou du moins certains de ses aspects, et en particulier contre le cléricalisme. Et c'est parce qu'ils ont attaqué, parce qu'ils sont critiqués le cléricalisme ou la religion, qu'ils ont été assassinés par des obscurantistes de l'extrême droite islamiste. Ceci rend d'autant plus scandaleux que depuis les hauts sommets de l'État, c'est pas seulement une unité nationale qui a été promue, mais une unité hypocrite de tout ce que le monde capitaliste produit comme assassins, militaristes, dictateurs et réactionnaires. À la marche républicaine de Paris, on trouvait non seulement Hollande, Valls et un Sarkozy qui sautillaient pour être vus sur les photos, mais aussi Netanyahou, un des responsables des bombardements meurtriers de cet été sur la bande de Gaza. Pour la liberté de la presse, on trouvait le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, représentant le régime qui a fait assassiner la journaliste Anna Politkovskaya. Et c'est ainsi que les représentants d'États comme l'Égypte, la Russie, la Turquie, l'Algérie ou les Émirats arabes unis ont défilé pour la liberté d'expression, alors qu'ils sont respectivement 159e, 148e, 154e, 121e et 118e sur les 180 du classement mondial de la liberté de la presse. Viktor Orban, le chef de l'État hongrois, faisait aussi partie des invités alors que son régime restreint la liberté d'expression et lance des milices fascistes du Jobbik contre les Roms. Le dictateur gabonais Ali Bongo était là aussi, et peut-être Pedro Porochenko, président ukrainien, a pu en profiter pour papoter avec le représentant de l'État russe et commenter, comme d'autres commentent un match de foot, les massacres commis au nom de leurs États respectifs par les bandes nationalistes à l'est de l'Ukraine. Sans gêne, on trouvait aussi, contre le terrorisme, le Premier ministre turc Ahmed Davutoglu, représentant d'un État complice de Daesh au Kurdistan. Il y avait même le représentant de la diplomatie saoudienne, cet État le plus obscurantiste du monde, où le blogueur Raif Badawi a été condamné à 1000 coups de fouet en public pour ses critiques du régime réactionnaire des Saouds. Finalement, il ne manquait plus que Al-Assad, Kim Jong-un et Khamenei pour que tous les régimes les plus répressifs et liberticides de la planète soient invités par l'État français à une marche pour la liberté d'expression.
Les réactionnaires s'alimentent généralement mutuellement, et c'est ainsi qu'aux crimes de sympathisants de Daesh et d'Al-Qaïda répondent les appels aux crimes de l'extrême droite raciste et nationaliste européenne. Le 12 janvier 2015, la presse recensait déjà une cinquantaine d'actes racistes, attaques contre des mosquées, des kebabs ou des personnes considérées comme musulmanes, y compris des attaques à l'explosif. Et il est heureux qu'à l'heure où ces lignes sont écrites, n'ayons pas déploré en France pour l'instant des morts ou des blessés graves suite à ces agressions, morts ou blessés qui alourdiraient encore le bilan des 7, 8 et 9 janvier. Les assassinats commis par la NSU en Allemagne ou les massacres de Breivik en Norvège sont là pour rappeler qu'en matière de meurtre, d'assassinat et de terrorisme, l'extrême droite raciste et nationaliste européenne ne vaut pas mieux que l'extrême droite islamiste. Racistes et islamistes ont d'ailleurs un même programme et avant tout celui de diviser l'humanité sous les fausses identités nationales ou religieuses. Qu'il s'agisse de sympathisants de Daesh ou de néo-nazis, des identitaires ou des talibans, des fans de la République islamique d'Iran ou de ceux de Marine Le Pen, des supporters de la LDJ, des nostalgiques de Pétain ou des admirateurs du Hamas, rien n'est plus détestable pour les réactionnaires que les couples mixtes. Rien n'est plus haïssable pour eux que l'unité des travailleuses et des travailleurs et l'unité des êtres humains en général, au-delà des fausses barrières racistes, nationalistes ou religieuses. C'est d'ailleurs ce qu'on peut retrouver écrit noir sur blanc dans des livrets de formation des identitaires, par exemple, ou dans certains textes théoriques de groupes djihadistes. Juste après l'attentat, Sarkozy, commençant par déclarer ne pas vouloir faire d'amalgame, de la même façon qu'avant de sortir une ignominie, les xénophobes commencent toujours par dire « je ne suis pas raciste, mais », Sarkozy a déclaré qu'en matière de terrorisme, l'immigration complique les choses. Alors à ce propos, on peut noter un site nazi, par exemple, qui avait répertorié soigneusement les origines, les opinions, les parents, etc., de toutes les victimes des attentats, et qui trouvait finalement qu'une seule de ces victimes aurait été un bon Français. Il faut rappeler aussi que sans le courage de Lassana Bathily, salarié du magasin Kacher, de nationalité malienne au moment des faits, il a depuis obtenu la nationalité française, de confession musulmane, le bilan de la prise d'otage du supermarché Kacher aurait pu être beaucoup plus lourd. Lassana Bathily, ancien sans-papier, a d'ailleurs même failli être expulsé, et c'est que grâce à la mobilisation de RESF qu'il a pu rester en France à sa majorité. Face aux réactionnaires, face aux racistes, face aux obscurantistes, face aux politiques de chasse aux sans-papiers, aux tenants du choc des civilisations, et à tous ceux qui tentent de faire croire que le Bosphore ou la Méditerranée diviserait le monde, il est plus que jamais nécessaire de réaffirmer contre la barbarie de ce monde, le monde capitaliste d'aujourd'hui, nos principes, ceux de l'universalité des droits humains, de l'universalité de l'émancipation humaine, de l'universalité du socialisme. Plus que jamais, nous devons lutter contre le racisme et l'obscurantisme religieux. Nous devons aussi nous rappeler que les premières et principales victimes de l'intégrisme islamiste, ce sont justement les populations d'Afrique, du Moyen-Orient ou du sous-continent indien. Au Nigeria, par exemple, ce sont peut-être 2000 personnes qui ont été massacrées par les bandes armées réactionnaires de Boko Haram début janvier 2015. En Syrie et en Irak, dans la zone contrôlée par Daesh, c'est une atrocité génocidaire que vivent les minorités religieuses, les femmes, les progressistes et finalement l'ensemble des habitants. En décembre, une attaque des talibans contre une école au Pakistan a fait une centaine de morts, dont 80 enfants. On pourrait multiplier les exemples en Algérie, en Afghanistan, en Iran, au Soudan, en Somalie ou ailleurs. Et rappeler enfin que les groupes, partis et régimes obscurantistes ne sont pas tombés du ciel. C'est avec le soutien de la BBC et de bien des gouvernements occidentaux que Khomeini a pu prendre le pouvoir en Iran pour liquider les aspirations à la liberté et à l'égalité d'un peuple révolté par la dictature du Shah. Les talibans, puis Al-Qaïda, ont longtemps été financés, armés, entraînés par la CIA et les services secrets pakistanais qui avaient besoin d'une bande armée pendant la guerre contre l'URSS en Afghanistan. La guerre, l'occupation et la politique de fédéralisation en 3 zones, chiites, sunnites et kurdes de l'Irak, a favorisé l'implantation de bandes armées sectaires. Daesh a bénéficié du soutien financier de milliardaires saoudiens, des Émirats arabes unis ou du Qatar, ainsi que de la complicité du régime d'Erdogan. Pour leurs intérêts économiques, géopolitiques et stratégiques, les différents États s'affrontent dans des guerres sanglantes à travers le monde, bombardant des villes et des villages d'une façon qui n'est pas moins meurtrière et barbare que les attentats terroristes ou favorisant telle ou telle bande armée. Pour en finir avec les groupes terroristes comme Daesh ou Al-Qaïda, ce n'est pas sur les interventions militaires qu'il faut compter, bien au contraire, mais sur la population des pays d'Afrique, du sous-continent indien et du Moyen-Orient, qui, comme nous en Europe, aspirent au bien-être, à la liberté et à l'égalité. Partout dans ces pays, les travailleuses et les travailleurs luttent pour leur salaire, les conditions de travail et leur liberté syndicale. Les femmes se révoltent contre la misogynie des intégristes et les vieilles traditions patriarcales,
Et ce sont, comme à Kobané ou au Nigeria, ces femmes qui sont en première ligne et les armes à la main contre les fanatiques religieux. En Arabie Saoudite, elles se battent pour avoir le droit de conduire. En Iran, elles rejettent le voile de l'oppression. Partout aussi, y compris dans les régimes les plus obscurantistes, comme en Arabie Saoudite ou en Iran, des jeunes et des moins jeunes, des femmes et des hommes se dressent pour revendiquer leur droit au bien-être, à la liberté et à l'égalité contre les régimes en place et contre les dogmes religieux. Et si ces derniers temps, avec l'histoire des caricatures et tout ça, on a revu à la télé un peu l'image d'un monde musulman, d'un monde arabo-musulman qui se lèverait à propos des caricatures, on parle beaucoup moins de toutes ces luttes qui ont lieu, comme on n'a quasiment pas entendu parler dans les médias de la grève des ouvriers d'Iran de Khodro, où ils étaient plus de 20 000 à avoir fait grève pour des augmentations de salaire. Et en fait, c'est bien une même aspiration qui existe partout dans le monde, une aspiration à une vie meilleure, à la liberté et à l'égalité. Peu après les attentats du 11 septembre, Mansour Hekmat disait « Mettre fin au terrorisme est notre tâche. C'est notre tâche car nous luttons pour l'égalité, les droits et la dignité des gens. Le terrorisme d'État finira avec la mise à bas des États terroristes. Le terrorisme non étatique sera éradiqué en mettant fin aux épreuves de la discrimination, d'exploitation et de privation qui mènent les gens au désespoir et en font la proie des organisations réactionnaires et inhumaines. Il peut être éradiqué en dénonçant la religion, l'ethnicisme, le racisme et toutes les idéologies réactionnaires qui n'ont aucun respect pour les gens. Notre réponse, c'est de nous battre pour une société libre, ouverte et égalitaire dans laquelle les gens, leur vie, leur dignité et leur bien-être sont valorisés. Et mener ce combat, c'est aussi mener les luttes nécessaires dès aujourd'hui en Europe face aux attaques anti-ouvrières du MEDEF et du gouvernement. C'est aussi refuser les restrictions de nos droits et libertés au nom de la lutte contre le terrorisme. Un seul exemple pour terminer montre combien l'unité nationale, l'unité entre ouvriers et patrons que cherche à promouvoir Hollande pour faire taire nos revendications est illusoire. Combien il serait naïf et suicidaire de penser qu'à un moment ou à un autre, il n'y aurait plus d'opposition de classe entre exploités et exploiteurs. Cet exemple, c'est celui du magasin Aldi de Dammartin-sur-Gaël. Les salariés qui y travaillent ont été évacués par le GIGN le 9 janvier 2014. Eh bien, sans une intervention syndicale médiatisée, la direction d'Aldi aurait forcé ses travailleurs à rattraper les heures perdues pour cause d'évacuation. Au-delà de ce fait caractéristique, les attaques contre la classe ouvrière pleuvent, comme la loi Macron ou comme les attaques actuelles qui sont lancées contre les instances représentatives du personnel. Donc il y a beaucoup de luttes à mener et plus que jamais les faire dans l'unité en dénonçant les divisions que veulent créer tant les réactionnaires racistes que les obscurantistes religieux. Voilà, pour introduire. Merci. Du coup, les camarades qui veulent prendre la parole prennent la parole. Oui, moi j'avais une petite remarque. Vous m'entendez déjà? Surtout que j'ai non seulement j'ai un mauvais micro et non, vous me croyez plus quand je dis que j'ai un mauvais micro, mais en plus j'ai pas de voix ce soir. Est-ce que vous m'entendez donc? Ok, bon, je vais essayer de faire avec. Je voulais juste rebondir sur un petit point dans ce que tu as dit, mais tu l'as détaillé d'une manière relativement nuancée, sur lequel il faut être attentif. C'est l'histoire du lien entre la montée du djihadisme et les disons pour faire court les politiques occidentales, ou la montée de l'islam politique et les politiques occidentales. C'est à mon sens un truc dont il faut discuter avec beaucoup de précision. C'est ni vrai ni faux d'une certaine façon. C'est une affaire compliquée. Alors j'explique un petit peu ce que je veux dire. On lit beaucoup dans la presse d'extrême gauche une version extrêmement simplifiée de ce thème-là, qui tend à dire, au fond, s'il y a une montée de l'islamisme, s'il y a une montée du djihadisme, c'est à cause des politiques impérialistes menées dans les pays du Proche et Moyen-Orient ou en Afrique. Alors c'est certain qu'il y a un contexte qui permet particulièrement aux djihadistes de s'installer. Hein. Partout il y a un contexte de guerre de préférence contre une puissance occidentale, de préférence quand les États-Unis sont impliqués, mais pas uniquement. C'est l'endroit rêvé pour eux pour se développer, et ils peuvent pas le faire partout. Cela dit,
il faut pas non plus négliger un aspect, c'est que les sociétés moyen-orientales ou africaines sont pas des espèces de réceptacles amorphes des politiques occidentales. Elles ont leur dynamique propre. La montée de l'islam politique, c'est quelque chose qu'on observe depuis au moins les années 20, puisque ça démarre en Égypte. C'est quelque chose qui s'est développé tout au cours du XXe siècle et qui est quand même fondamentalement d'abord une dynamique propre aux pays concernés. Alors bien sûr, l'interaction avec les pays occidentaux, les situations de guerre, de crise économique, ce que tu veux, donne le terrain libre à ces forces politiques pour se développer, mais c'est pas quelque chose qui est monté de toutes pièces de l'extérieur. Le fait qu'elles aient pu recevoir à un moment des financements ou des soutiens politiques, c'est aussi parce qu'elles étaient déjà là et qu'elles étaient un des facteurs de l'équation. Même par rapport à la question de l'Iran, moi j'ai toujours en tête la remarque de camarades un peu naïfs parfois sur le thème d'un seul coup les islamistes sont sortis de partout, on avait l'impression que qui sortaient de la terre tellement on les voyait, alors que jusque là on les avait jamais vus. Pour le coup, je pense que c'est une illusion de militants qui ont commencé à l'université, qui était le terrain de bataille entre les différents groupes d'extrême gauche, et l'islam politique s'est développé dans d'autres couches de la société. Mais s'il a pu prendre si vite, devenir un acteur important de l'équation, et si les puissances occidentales ont eu cette possibilité à un moment de dire ok, on va appuyer Roumanie, parce que mieux vaut ça que la subversion communiste, c'est aussi parce qu'ils disposaient de forces réelles dans l'équation. Donc je pense qu'il faut être très 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 prudent dans la façon dont on formule ces machins-là, parce que les simplifications peuvent mener à des choses relativement dangereuses, qui est le terrain rêvé 1 de l'anti-impérialisme le plus basique sur le thème c'est la faute à l'Occident, oui et non. 2, éventuellement, la variante conspirationniste sur le thème tout ça a été créé par les Occidentaux, ce qui n'est certainement pas vrai. Je ne reprends pas le détail sur les autres pays, on pourra en reparler, mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Voilà. Oui, Courtéas, tu voulais prendre la parole? Oui, en fait, c'était pour, en gros, hein, voir dans quel cadre, parce que là, effectivement, il y a pas mal de gens ont pris un coup sur la tête suite à ces événements. Comment appréhender, parce que là aussi, on parle beaucoup de choses, ça part vraiment enfin, moi, c'est le sentiment que j'ai en tout cas, que ça part vraiment dans tous les sens, entre les gens de sensibilité, on va dire, de droite, qui disent en gros ville laisser faire, il faut absolument plus de sécurité, et les gens, je caricature et je schématise, hein, bien sûr, hein, il y a toute une palette, hein. Et donc les gens de gauche qui en gros disent non, mais en fait, en gros, il faut chercher à comprendre ce qui s'est passé et à la finale, il faudra plus de sécurité. Donc là-dessus, il y a une espèce de consensus global des forces politiques sur cette notion de sécurité, de renforcement de la sécurité. Du coup, et avec effectivement toute tentative de dire non, c'est une erreur, ou quelqu'un on se fait taxer de pro-terroriste, enfin bon bref, un petit peu, ça part vraiment dans tous les sens. Donc quelle est comment dire, la position qu'on adopte nous dans ce cadre-là? Est-ce qu'on peut avoir des précisions, si ça intéresse tout le monde d'ailleurs, parce que c'est pas sûr que ça intéresse tout le monde. Bah, je crois que c'est vraiment une vraie question. Et c'est que là, ce qui pourrait nous arriver, c'est une espèce de patriot act à la française, et c'est des restrictions sur nos libertés. Il y a eu des condamnations assez lourdes qui sont tombées peu après les attentats, sur des gens qui n'étaient pas forcément des gens forcément très nets, pour apologie du terrorisme et tout ça, où il y a par exemple un gars qui a dû dire ouais, je vais aller chercher Daesh pour te casser la gueule quand il est sorti à Vinay à la sortie d'une boîte de nuit. Des ados
qui pour certains doivent faire leur crise d'adolescence, donc ils sont pas forcément très fins, mais qui sont des gens qui sont quand même à milieu des réseaux terroristes, et c'est tombé avec des peines assez lourdes puisqu'il y a eu des peines de prison ferme. Voilà. Ce qu'il faut faire quand même très attention, c'est que tout ce qui peut être mis en place au nom de la sécurité dans la lutte contre le terrorisme et tout ça, il peut se retourner, il se retournera aussi contre nous, contre les travailleuses et les travailleurs au moment des luttes. Surtout qu'on ait des interpellations avec des demandes de peine de prison qui ont les camarades ont fini par être relaxés au Havre pour juste simplement des collages d'affiches et d'autocollants sur la permanence du PS et une permanence d'un député dans le cadre de la bagarre contre l'ANI. Il y a eu les militants de Roanne aussi, et là il y a récemment un camarade de la Poste qui a eu la sanction la plus grave, qui est la première fois depuis 1951 que ça arrive, qui pour son activité syndicale a été révoqué de la fonction publique, ce qui est une sanction très très grave. Plus les licenciements, plus tout ça, ce qu'on peut voir et tout ça, et que des lois répressives, surtout quand on voit les gens qui ont été condamnés là par exemple pour apologie du terrorisme, qui sont peut-être des pauvres types, enfin en tout cas des gens pas forcément très fins, en tout cas qui ont rien à voir avec les réseaux terroristes, c'est vrai que ça peut aussi nous tomber sur la gueule. Il faut avoir quand même aussi en mémoire l'affaire de Tarnac, où là on va dire des gauchistes autonomes il y en a qui ont fait de la prison sur la base de lois antiterroristes, alors qu'ils n'avaient rien à voir avec aucun réseau terroriste. Alors, le djihadisme rien à voir non plus avec le terrorisme de façon générale. Donc c'est là-dessus aussi qu'il faut faire vraiment vraiment très attention. En plus, il y a toute une mise en place, par exemple de Vigipirate, tout ça, qui peut rassurer certains points, certaines fractions de la population, mais qui de toute façon, on le sait, sont complètement inefficaces dans ce qui est de la lutte contre le terrorisme, où ce serait normalement de l'enquête, de l'infiltration, etc., etc. C'est qu'en fait, si quelqu'un veut faire un attentat, c'est pas parce qu'il y a 3 militaires avec des fusils que ça devient complètement impossible. C'est vraiment il y a toujours des failles dans ce genre de choses, et que c'est vraiment plus l'infiltration et puis l'enquête de longue haleine qui permet de démanteler des réseaux ou de déjouer des attentats. En plus, quand même, dans ce que disent les plus réactionnaires, là je pense au Front National qui tout de suite a rebondi là-dessus pour réclamer un référendum pour remettre en place la peine de mort. Bon, déjà, la peine de mort est une barbarie. Les communistes ouvriers sont toujours opposés à la peine de mort sous quelque forme qu'elle soit. Voilà, ça c'est un principe auquel on tient. Mais en plus, si on fait les comparaisons déjà au niveau criminalité entre les pays où la peine de mort existe et ceux où elle n'existe pas, la peine de mort, elle résout rien du tout. Le pays, par exemple, où il y a le plus de problèmes d'héroïne, c'est l'Iran, pays où la consommation, la vente et la détention de stupéfiants amènent à des condamnations à mort et en plus parfois des condamnations à mort publique. Et quand c'est pour des djihadistes qui décident à un moment de mourir au combat, de toute façon, je vois vraiment pas ce que ça change. Voilà. Ce que je voulais dire, c'est que je vois pas du tout pourquoi il ferait pas d'attentat sous prétexte qu'il risque d'être tué, puisque voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est que c'est en plus une absurdité complète dans ce contexte-là. Mais pour justifier une barbarie, ce qui est le meurtre légal depuis le sommet de l'État. Oui, alors oui, évidemment, ça, là-dessus. Enfin, moi, je pense que il y a pas de souci là-dessus. Non, là où je voulais en venir, c'est comment dire. Même parmi ce que j'ai pu lire émanant des forces progressistes ou de gauche, il n'y a pas de comment dire, il n'y a pas de discours de réflexion qui est uniforme. Bon, ça de toute façon c'est classique. Comment dire, la sécurité, c'est un sujet qui est très casse-gueule parce qu'effectivement, enfin voilà, la barricade a vite fait d'avoir que deux seuls côtés. Et du coup, je me dis, est-ce que il est possible d'avoir une position, d'avoir un discours commun avec, pourquoi pas avec d'autres, hein, une analyse plus profonde sur
au-delà parce que là, de toute façon, on le voit tous, hein, je pense, la justice est très, enfin, c'est une justice de classe, c'est d'une. Quand on voit la différence de traitement entre Dieudonné et effectivement, a priori, la personne un peu déséquilibrée dans le bus qui est parti en comparution immédiate et qui a pris 6 mois ferme, et Dieudonné, lui, qui aura le droit à comment dire, un procès différé avec sa batterie d'avocats. Bon bref, donc déjà rien que ça, sur un même reproche, déjà 2 traitements différents. Et une justice qui est aussi d'une manière générale assez, je vais dire laxiste, c'est pas le bon mot, mais vis-à-vis des forces de l'extrême droite qui sont, peut-être pas dans l'immédiat en tout cas aussi meurtrières, mais facilement au moins aussi dangereuses et nuisibles. Donc la question en fait c'est comment, parce que franchement je vois pas comment faire moi personnellement, comment faire pour que justement il y ait un seul discours, ce sera pas possible ça, mais un faisceau de discours, je dirais, qui irait vraiment tous dans le même sens, une analyse qui permettrait de dire voilà, la problématique elle est là, elle n'est pas ailleurs. Par là j'entends sur des raisons sociales, et de fait pouvoir démontrer que le tout sécuritaire n'est pas la solution, c'est même une erreur, c'est un peu un cache-misère et une façon d'agiter du sentiment face à la raison, et de dire vite, ayez peur, on construit des murs plus épais et vous serez en sécurité, ce qui effectivement on sait très bien est complètement faux. Quelqu'un qui est très déterminé et prêt à mourir, là-dessus il s'en foutra du lieu, du comment, et donc ça va absolument pas l'arrêter. Donc voilà, c'est vraiment comment faire pour monter une analyse qui aurait une portée et une puissance qui pourrait aller éventuellement à contre-courant. C'est pas évident aussi face aux moyens qui en face, mais aller à contre-courant un petit peu de moi, ce que je vois de mon côté sur toutes les analyses qui sortent en ce moment et que je trouve vraiment pas bonnes, pas pertinentes. Ce qui est assez compliqué, je dirais, dans ta question, c'est que ce que tu pointes, en fait, c'est aussi la faiblesse, à mon sens, du mouvement ouvrier. Et donc, du coup, des forces progressistes, des forces révolutionnaires en général. Pour les questions de sécurité, pour prendre une situation bien plus dramatique, nos camarades en Irak, ils se sont empoignés la question, à un moment où là, les attentats, c'était pas exceptionnel, c'était partout. C'est que dans le quartier chiite, on risquait de se prendre une bombe par les groupes islamistes sunnites. Et dans les quartiers, je vais parler des quartiers, dans les quartiers sunnites, on risquait la même chose par les groupes chiites. Ils sont empoignés cette question-là. Ils ont réussi à désamorcer des voitures piégées. Ils ont réussi à trouver des caches d'armes, des caches d'explosifs et des choses comme ça. Parfois bloquer avec des paysans des arrivées de terroristes ou d'armements aux frontières, des choses comme ça. Avec des moyens quand même assez limités. C'est vrai que ça n'a pas empêché les carnages qu'il y a pu avoir en Irak, mais voilà, ils ont pu s'empoigner cette question-là. Aujourd'hui, en France, ou même en Europe généralement, je pense pas que le mouvement ouvrier ait la force de s'empoigner ce genre de choses. Après, sur les dernières condamnations, non seulement elles sont débiles, en plus, c'est aussi, on sait que une des filières de recrutement des réseaux de djihadistes passe par les prisons, et que c'est un peu comme quelqu'un qui rate son CAP délinquance en volant des autoradios, en faisant quelques mois de prison, il y a des chances pour qu'il obtienne le BEP et qu'il puisse passer dans la catégorie au-dessus. C'est à peu près la même chose avec les peines, à mon avis, qui sont tombées. Donc ça aussi, c'est un des arguments aussi critiques qu'on peut avoir, c'est que non seulement, il n'y a quand même pas de sens de mettre plusieurs personnes en prison qui sont pas des menaces pour la société, même si c'est peut-être des gens soit déséquilibrés, soit pas très fins, soit ça c'est autre chose. Mais si on mettait tous les gens qui sont pas bien fins en prison, on serait plus nombreux en liberté. Je suis pas sûr que j'y serais. Voilà. Et après, la question des causes sociales et tout ça, c'est vrai que dans un texte sur le fascisme, il y a un texte de Trotsky qui dit que si le communisme c'est le parti de l'espoir révolutionnaire, le fascisme, et on peut mettre dedans l'obscurantisme islamiste, c'est le parti du désespoir contre-révolutionnaire. Et je pense aussi que tant qu'il n'y a pas
c'est tout un projet global. C'est que on peut difficilement le saucissonner, surtout quand, je veux dire, dans un monde en guerre, il y a des répercussions de guerre un peu partout. Euh, c'est vrai que c'est oui relever le drapeau d'un avenir meilleur, d'une autre société. Alors c'est vrai que ça nécessite qu'on puisse ramer par moment à contre-courant, surtout dans la période actuelle, même s'il y a toujours des éléments qui sont là aussi pour nous redonner un peu d'espoir, pour nous redonner un peu la pêche. Finalement, le coup de l'unité nationale, il n'a pas marché beaucoup. Une fois le dimanche passé, il y a eu, les routiers sont quand même en grève. Il y a les personnels du nettoyage des gares parisiennes qui ont mené leur bagarre pour obtenir le maintien de leurs emplois avec le changement de la sous-traitance. Enfin, il y a quand même des bagarres qui se mènent. Mais c'est vrai que c'est, à mon avis, ta question, elle bute sur ce qui est la faiblesse, du mouvement ouvrier organisé, et du coup, des idées de transformation sociale, des idées progressistes, des idées socialistes. Socialiste au sens communiste, pas au sens parti socialiste, puisque justement, il a plus grand chose de socialiste. Alors après, tu as écrit quelque chose, c'était pas trop dans ton intervention, donc vas-y Nico. Et puis si Courtéas, tu veux, tu peux redévelopper ce que tu as écrit. Il me semble que tu n'en avais pas parlé. Oui, mais je voulais compléter là-dessus, parce que c'est vrai que c'est souvent un problème sur lequel on bute, ces questions sécuritaires. Sécurité, étant d'ailleurs le vocable de droite, à gauche en théorie on parle de sûreté, dans la mesure où effectivement les gens ont le droit à la sûreté, ils ont le droit de sortir dans la rue sans être assassinés ou sans se faire agresser, la réponse de c'est la faute à la société. Elle a beau être vraie dans la plupart des cas, elle fonctionne pas très bien parce qu'elle protège pas particulièrement les gens. En tout cas, les gens se sentent pas rassurés. Et là-dessus, ça a toujours été le terrain rêvé de la droite, dans la mesure où il a une réponse qui paraît simple et évidente. C'est il y a des délits, il y a des crimes, on va réprimer. La réponse de gauche a toujours été plus subtile et plus indirecte, c'est il y a des délits, il y a des crimes, il faut changer les conditions sociales qui font ces crimes et ces délits. C'est vrai, mais ça parle moins. Donc ça, c'est un premier truc. Deuxième chose, ça s'est vu beaucoup, chaque fois qu'il y a des luttes antisécuritaires, l'argumentation numéro 1 consiste à dire ce qui arrive aujourd'hui comme loi sécuritaire qui concerne en théorie ceux qui sont après tout nos adversaires, que ça soit les djihadistes, que ça soit l'extrême droite, ou que ça soit d'ailleurs des mesures de sécurité qui sont mises en place contre les viols, etc. On a eu souvent ce type de débat, en tout cas moi je l'ai vu souvent dans des luttes antisécuritaires. Eh bien, la réponse qui consiste à dire oui, mais à un moment ou à un autre, ça va se retourner contre les militants, contre les mouvements sociaux, c'est une réponse totalement inaudible. Et c'est ce qui fait que les mouvements antisécuritaires foirent à tous les coups. Moi, j'ai souvenir, chaque fois que j'entends parler d'un mouvement étudiant ici sur l'île, l'obsession, c'est d'un seul coup d'essayer d'en faire un mouvement contre les caméras à l'université. Et ça ne marche jamais à cause de ça, parce que finalement, la majorité des étudiants se sentent effectivement rassurés par les caméras. Donc, si bien qu'il faut tenir compte quand même d'une chose, c'est que il ne faut pas se mettre dans une situation où au fond on ait l'air, de négliger le droit à la sûreté, qui est essentiel, et de tenir pour finalement assez secondaire les problèmes. Non, ils sont essentiels. Et en l'occurrence, dans le cas des djihadistes, en plus, c'est dirigé au départ contre nos ennemis. Le problème, effectivement, même si on sait très bien que ça peut se retourner contre nous, mais il faut tenir compte de ça. Alors après, comme le disait Pascal, là où ça vient se compliquer, c'est qu'en plus viennent dans le même lot des choses qui sont relativement sensées du point de vue de la sécurité, même s'ils sont redoutablement dangereux pour nous, et des trucs qui n'ont rigoureusement rien à voir, mais qui sont balancés là pour des raisons politiques. Ça
s'attaquer à l'immigration pour s'attaquer au djihadisme, ça n'a pas de sens, d'autant plus qu'une grande partie des djihadistes sont pas immigrés ou alors de plusieurs générations, ce qui n'en fait plus des immigrés. Ou alors il faut compter 3/4 d'entre nous comme immigrés. Et d'autre part, des trucs effectivement qui sont destinés à montrer de la force, ce que disait Pascal, hein, on va mettre des militaires dans les rues. Bon, on sait très bien que techniquement, ça n'a pas de sens. Ce qui a du sens, qu'on le veuille ou non, c'est de renforcer les moyens d'infiltration, renforcer les moyens humains. Ça, techniquement, ça marche. Après, on peut en discuter, savoir si c'est bon ou pas bon, mais en tout cas, techniquement, c'est effectivement ce qui permet de prévenir des attentats. Vous pouvez le vérifier, chaque fois qu'il y a des attentats qui sont signalés comme déjoués, ils sont jamais déjoués par le fait qu'il y avait des militaires dans les gares. Ils sont toujours déjoués parce que il y a un travail de suivi de terrain des djihadistes potentiels. Et là, ce qui se pointe dans l'enquête à chaque fois, ça n'a pas foiré parce qu'il manquait de flics. D'ailleurs, il y avait des flics jusque dans le local de Charlie. Ça a foiré parce que ils ont lâché en cours des enquêtes. Manque de peau, c'est plutôt un argument qui va dans le sens du renforcement des moyens policiers. Donc, c'est un problème. Et c'est pour ça que là-dessus, je suis entièrement d'accord avec Pascal. Le vrai problème, c'est pas tellement ça, c'est que nous, on ne soit pas en mesure de le faire. Sinon on le ferait. C'est effectivement ce qu'ont fait nos camarades en Irak à petite échelle. C'est ce qu'il faudrait être capable de faire à plus grande échelle. Et objectivement, on n'en a pas la possibilité. Et ça nous place, de fait, dans une position de grande faiblesse dans ces débats-là, parce que on est obligé de se battre sur tous les fronts en même temps, dans la mesure où on ne peut pas arriver à une réponse extrêmement cohérente, puisqu'il faut à la fois renforcer un adversaire contre l'autre, et en même temps ne pas se mettre en situation que cet adversaire soit beaucoup trop puissant contre nous par la suite. C'est réellement compliqué. C'est pas qu'il y a une incohérence dans le discours, c'est qu'il y a une contradiction dans la réalité. Vas-y Pascal. Oui, simplement dans ce que tu viens de dire, Nico, je rebondis sur une des choses qui me semble être aussi quelque chose de fondamental dans la période, c'est que tu parlais des politiciens qui s'attaquaient, du coup, j'ai cité Sarkozy, il y en a d'autres, qui s'en prennent à l'immigration. C'est pour ça que j'ai cité le cas du magasin Cacher, où c'est justement un ancien sans-papier qui a sauvé des vies. En soi, ça change pas grand-chose je dirais à l'analyse, ça aurait pu être quelqu'un d'autre, mais c'est des arguments, des petites choses de la vie réelle qui sont à mon sens importants de rappeler juste à une époque où d'un côté les racistes et de l'autre les obscurantistes religieux essayent de nous diviser, nous mettre vraiment dans des cases sur l'identité nationale ou religieuse. Et quand je disais que c'est exactement ce qu'ils prônent, je lisais quelques textes djihadistes tout à l'heure, où il y a vraiment un truc en disant si vous êtes un vrai croyant, il faut pas que vous viviez avec des Français. Faut pas en français entre guillemets, c'est dit comme ça, hein. C'est leur discours débile, et les identitaires disent à peu près exactement la même chose en disant le pire c'est le métissage. En gros, c'est ce qui fait aussi l'évolution de l'humanité. Et c'est à mon avis là un truc vachement important, c'est que l'extrême droite elle utilise cet attentat pour renforcer le racisme. Et à mon avis, c'est là-dessus aussi qu'il va falloir se préparer à faire une riposte. Et ils regardent aussi très bien l'extrême droite, hein, ce qui s'est passé en Allemagne avec le mouvement Pegida. Et je crois aussi que c'est à nous de nous inspirer aussi de ce qui se passe en Allemagne, parce qu'il y a eu dimanche dernier des manifs dites antiracistes qui ont rassemblé peu de monde sur des appels, à mon avis, très foireux, et surtout qui ne s'adressaient pas à la majorité de la population. Et malgré tout, malgré le climat de racisme, il y a les mobilisations de RESF, elles le montrent. Il y a parfois, en touchant un côté humain chez les gens, une possibilité de les mobiliser. Les mobilisations en Allemagne contre Pegida et contre le racisme, elles se sont faites avec des gens très différents. Elles se sont pas fait heureusement, elles se sont fait bien au-delà des groupes militants, parce qu'on trouvait par exemple, voilà, il y a un patelin
en Bavière où il y a eu des manifs contre l'extrême droite, où c'était le club de foot qui les organisait. Il y a sur des bases simplement de dire voilà, nous on a des origines différentes, il y a des copains qui vont à la synagogue, d'autres à la mosquée, d'autres à l'église, et puis il y en a beaucoup surtout qui vont à la brasserie, et tous ensemble, on n'a pas envie de se laisser diviser. Et je pense que aussi essayer de construire une riposte antiraciste massive, populaire, pas un truc un peu dans le folklorisme antifa ou pire dans les délires eux aussi identitaires type indigène de la République. C'est à mon sens aussi une des nécessités de l'heure. Et c'est aussi et c'est lié avec les autres trucs. Quand je parlais des attaques anti-ouvrières et tout ça, c'est que si on est divisé selon nos origines, notre couleur de peau, nos, la religion de nos parents ou je sais pas quoi, on va jamais y arriver à obtenir de vivre un peu mieux. Et je pense que c'est aussi fondamental comme combat à mener, avec aussi la solidarité avec nos camarades de sans-papiers. Oui, du coup, je prends la parole directement. Oui, pour expliquer la perméabilité aux thèses conspi et d'extrême droite, c'était voilà, d'une manière générale sur la percée de l'extrême droite dans tout un tas de corps qui traditionnellement étaient plutôt à gauche. Hein, je pense à certains des syndicats d'extrême droite dans l'éducation nationale ou même dans d'autres secteurs d'activité. Pardon. Donc voilà, c'était juste pour dire ça que voilà, c'était faiblesse et aussi une perméabilité à ces discours-là qui sont liés essentiellement pour moi sur un ressort qui est la peur. On vit constamment dans un univers qui envoie des informations effrayantes tant sur la situation, un peu la théorie, je sais pas, du chaos permanent qui fait que voilà, tout le monde doit être un petit peu déstabilisé. Enfin bon, ça c'est ce que j'imagine moi. Mais c'était pour expliquer un peu ce que j'avais écrit dans la petite case. Non, je peux répondre, mais il peut y avoir d'autres camarades aussi qui prennent la parole parce que je parle un peu trop. C'est simplement sur les histoires de conspirationnisme et tout ça. À mon sens, c'est aussi une marque de notre faiblesse. Le nôtre étant pas seulement notre petit groupe, hein, mais plus général, on va dire les communistes, les anarchistes, les progressistes et tout ça. C'est le conspirationnisme. Il a un avantage, c'est que c'est une compréhension du monde qui est parfois complètement starbe, parfois souvent complètement irrationnelle, qui se base quand même souvent à la fois sur des vieux mythes antisémites ou anti-maçonniques, et aussi sur sur, je dirais, certains l'idéologie qui vient aussi de la gauche anti-impérialiste. C'est-à-dire qu'en gros, au lieu de comprendre le monde capitaliste, les différentes fractions de la bourgeoisie, les affrontements entre intérêts contradictoires au sein de la bourgeoisie, ce qui a toujours été la cause des guerres en système capitaliste, il y a un grand méchant qui est les États-Unis, et tout ce qui se passe est commandité à Washington. Et finalement, si les États-Unis aujourd'hui sont la principale ou même la première puissance mondiale, l'Iran, par exemple, est pas moins capitaliste que les États-Unis. C'est aussi un régime capitaliste. Il y a aussi une bourgeoisie qui décide. Et voilà. Mais le conspirationnisme, je pense, c'est un moyen de comprendre le monde de façon très simple, et que les outils, je dirais, de l'analyse marxiste, qui sont aussi généralement ceux utilisés par les groupes anarchistes quand ils essayent d'analyser un peu le monde et pas se limiter à des slogans. Ces outils-là sont plus assez diffusés. Il n'y a pas les formations nécessaires et tout ça. Et du coup, il y a un peu comme la religion sert de mode d'explication quand on n'a pas les outils scientifiques pour comprendre justement le monde, on va trouver ces trucs-là qui donnent une espèce de compréhension du monde, qui peut être complètement biaisée, mais au moins on peut tout mettre dans des cases et on comprend quelque chose. Et de mettre qu'il y a un ennemi très méchant, c'est Washington ou l'Union européenne ou je sais pas quoi, ou Israël, ça permet de comprendre
tout est très simple, tout est très facile à comprendre, même si finalement c'est complètement faux. C'est que si demain les États-Unis s'effondrent suite à une crise, par exemple économique, super dure aux États-Unis, ça met pas fin au système capitaliste. Que ce mode d'exploitation capitaliste, il existe aussi en Chine, il existe en Russie et tout ça. Et souvent, dans ces groupes conspirationnistes, on trouve quand même le soutien d'autres fractions de la bourgeoisie ou de tous ces groupes, on va dire néo-staliniens qui fricotent. On ne sait plus trop s'ils sont, si c'est des starbes qui sont un peu de gauche ou s'ils sont quasiment passés à l'extrême droite. Quand on voit leurs analyses par rapport à l'Ukraine, quand on voit aussi les analyses qu'ils ont pu diffuser lors des soulèvements dans les pays pendant le printemps arabe, pour prendre la terminologie médiatique, ou quand il y a eu les soulèvements de 2009 en Iran, ils seront toujours dans cette logique-là. Tout ce qui est contre les États-Unis est gentil, et tout ce qui est États-Unis est méchant. Et puis il y a des gens cachés pour faire des complots, pour nous amener ceci, pour nous amener cela. C'est vrai qu'il y a parfois dans les systèmes de domination, il y a pu avoir des complots, mais généralement la bourgeoisie en plus aujourd'hui elle est à visage ouvert. Il n'y a pas besoin de chercher des réunions secrètes du patronat pour savoir les attaques qui vont nous prendre sur la gueule. Le MEDEF il le dit ouvertement. C'est pas la peine de chercher il se cache pas. Hein. Oui, je voudrais ajouter là-dessus deux petites choses un peu antagonistes, mais justement. D'un côté, cette capacité d'explication du monde, c'est réellement quelque chose de très important. Ça faisait partie des grandes forces du mouvement ouvrier que d'avoir réussi à un moment donné à imposer son explication du monde. C'est-à-dire que tout le monde, y compris à droite, était amené à reconnaître que le monde était divisé en classes, qu'il y avait les ouvriers d'un côté et les patrons de l'autre, et que le moteur de l'histoire, c'était la lutte de classe. Et il y avait bien des tentatives d'essayer de sortir de ça, ou de le dénoncer, ou ci ou ça, mais fondamentalement, ça a été un moment, une explication centrale, et ça permettait à peu près à n'importe quel prolo d'avoir des bases d'explication de ce qui lui arrivait. Après, on peut le développer d'une manière plus ou moins subtile, venir ajouter la complication là-dedans, mais fondamentalement, ça marchait. Aujourd'hui, en l'absence de capacité à imposer cette conception du monde, je vais pas reparler d'hégémonie, mais c'est quand même ça qui est en jeu, eh bien effectivement, toutes les explications du monde alternatif sont les bienvenues. Alors, cela dit, pour nuancer ça, mais aussi pour expliquer ce qui se passe, à l'inverse, la conception conspirationniste, on a souvent tendance à considérer que c'est une conception qui vient de l'extrême droite et dont la trame principale soit l'antisémitisme. C'est vrai en partie, ça n'est pas l'unique source à mon sens. C'est-à-dire que le stalinisme a joué un rôle extrêmement important en tout cas dans cette histoire-là. Ça se vérifie encore plus dans d'autres pays, notamment en Italie où ça a été bien analysé, mais c'est vrai aussi en France. C'est-à-dire que à partir du moment où tout ce que faisait le parti était bien, s'il y avait un problème, c'était forcément qu'il y avait un complot. À partir du moment où on a eu toutes les délires sur les complots hitléro-trotsko-boukariniens et compagnie, eh ben on est effectivement déjà dans une vision complotiste du monde. Et quand on suit pas à pas la montée en puissance de ce type d'explications, alors même si elles ont une préhistoire très ancienne, je reviens pas là-dessus, mais on voit que il y a une origine stalinienne assez forte, y compris dans la rencontre justement avec l'antisémitisme, hein, à partir du moment où notamment dans l'après 45 il y a une obsession antisioniste qui s'installe chez les staliniens, avec des procès d'un certain nombre de dirigeants communistes importants, d'anciens combattants en Espagne, et ainsi de suite, simplement parce qu'ils sont juifs, donc ils sont considérés comme sionistes, hein, notamment le procès Slansky, etc. Eh bien, on se retrouve de fait dans une explication de plus en plus conspirationniste du monde. Et c'est à mon sens pas du tout un hasard que ces milieux-là soient entièrement
perméable à ce qu'on appelait autrefois la conception policière de l'histoire. Hein, c'est un vocabulaire qui a un peu disparu, mais qui est intéressant quand même. Avant de parler de conspirationnisme, on parlait de conception policière de l'histoire, puisqu'ils voyaient toujours l'histoire comme étant non pas une histoire de la lutte de classe, mais une histoire une histoire des complots, une histoire des infiltrations, et ainsi de suite. Voilà. Juste pour rappeler aussi que le conspirationnisme, je trouve que c'est une théorie de dominant. C'est que, alors j'ai déjà vu au moins une fois dans ma vie, mais il y a sûrement eu d'autres fois, des tracts du patronat expliquant que les ouvriers étaient très contents et que des éléments étrangers à l'entreprise avaient fomenté les grèves. Enfin, pas qu'une fois d'ailleurs, c'est ce qu'on entend de temps en temps, qu'il y a des grèves un peu dures et tout ça. Elles sont fomentées depuis l'extérieur par des petits groupes gauchistes, clandestins et tout ça. Alors que là, les ouvriers, ils étaient super contents. Et c'est ce qu'on retrouve. C'était le discours qu'il pouvait y avoir pendant les manifestations insurrectionnelles en Iran de la part du régime, c'est que c'est quelque chose qui vient complètement de l'extérieur. Comme si des gens ravis de leur existence, s'il y a un pauvre agitateur qui vient d'ailleurs, il suffit qu'il lance deux trucs et d'un coup, là, qu'il y a des grèves, il y a des manifs et tout ça. Si jamais ça existe, je pense qu'Aïko, on serait passionné pour avoir le bouquin, pour savoir comment on peut le faire. Voilà. Et c'est aussi utilisé par des tas de régimes, par des tas de dominants, je dirais, pour expliquer pourquoi il y a des contestations. Juste un petit détail aussi par rapport au texte de présentation. Je transmets parce qu'on me l'a signalé hier. Tu disais que les dessinateurs de Charlie Hebdo s'étaient jamais réclamés du communisme révolutionnaire, c'est probablement vrai. Apparemment, quand même, un certain nombre d'entre eux étaient passés par l'anarcho-syndicalisme ou syndicalisme révolutionnaire ou tout ce que tu voudras. Mon secrétaire de section syndicale, qui est un ancien de la CNT, me dit qu'il a bien connu notamment Charles Bellus, puisqu'ils avaient fondé une section CNT à Charlie il y a quelques années, et qu'ils se sont ensuite plutôt rapprochés de la CGT et du PC. C'est vrai également de Babouze. Donc voilà, juste petit détail. Ce qui est intéressant aussi par rapport aux discussions qu'on a pu avoir sur comment qualifier et comment se positionner par rapport à ces dessinateurs qui ont été assassinés. Alors, je vais peut-être soulever une polémique contre nous-mêmes, puisque c'est quelque chose qu'on nous a reproché un peu par écrit ou pas par écrit. C'est qu'effectivement, dans la présentation, et pareil dans tous les textes qu'on a pu publier, on ne parle pas d'islamophobie, qui est un mot à la mode dans les milieux de gauche et d'extrême gauche en France. Et je voulais juste un peu expliquer en deux points pourquoi on l'utilise pas. Le premier, c'est peut-être le moins important, mais il a quand même son importance. C'est que finalement, c'est un mot qu'on rencontre. Je pense que plusieurs camarades ont la même expérience. C'est que ce soit dans des permanences syndicales, que ce soit dans les luttes aux côtés de sans-papiers, que ce soit dans les luttes pour le logement, et ben finalement, il y a des gens qui nous parlent des problèmes de racisme qu'ils ont au boulot, des problèmes de racisme qu'ils ont à tel ou tel moment, mais jamais entendu, moi, le mot islamophobie à part dans des cercles militants. Et quitte à faire, nous on utilise les mots que les gens utilisent. Voilà, c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus facile. Un autre argument, c'est que ce terme-là, à notre sens, il est ambigu. Parce qu'il décrit à la fois ce qui est la critique d'une religion, et on revendique le droit de critiquer les religions, toutes les religions, y compris l'islam. Et d'ailleurs, notre courant est plus né dans des pays où c'est la religion majoritaire, et même la religion d'État, comme en Iran. Donc on revendique le droit de critiquer la religion, et parfois sur les termes islamophobie, il y a à la fois des trucs comme par exemple quand c'est utilisé contre Charlie Hebdo, c'est la critique de la religion qui est appelée comme ça. Et nous on pense que on a le droit de critiquer la religion quelle qu'elle soit, on le revendique et voilà, haut et fort. L'autre point, c'est que ce terme-là est parfois aussi utilisé pour les discriminations que peuvent subir les personnes d'origine des Balkans, du Moyen-Orient, du Maghreb ou des autres vers le Pakistan et tout ça.
Ça, c'est des discriminations qu'effectivement on combat, mais on trouve que c'est beaucoup plus clair, beaucoup plus facile de parler de racisme que d'utiliser des termes qui, à notre sens, sont ambigus et sont parfois utilisés par des gens qui sont très loin d'être nos copains. Voilà. Donc voilà, je fais cette intervention-là. Je pensais qu'il y aurait des interventions dans ce sens-là de gens qui ont pu faire certaines critiques, mais bon, comme ils sont pas là. Mais c'est peut-être un point aussi, à mon avis, important pour pas se laisser entraîner dans le tout et n'importe quoi, surtout dans des périodes un peu troublées. Là, on parlait des attentats, mais on aurait pu, bon, il y a la crise et tout ça, et qu'on préfère voir justement les valeurs universelles. Une de nos valeurs universelles, c'est contre le racisme. On est aussi, comme je disais au début, pour la liberté d'expression, et même si on est fondamentalement anticléricaux et athées, on respecte le droit des gens d'aller à la mosquée, à la synagogue, au temple bouddhiste ou au village du Père Noël s'ils le souhaitent. Bon, mais c'est pas pour ça que on est pour quelque censure que ce soit, en particulier dans la critique religieuse, la critique de la religion. Oui, pour rebondir là-dessus, je crois que ça a surpris quelques personnes, y compris parmi les camarades, simplement parce qu'effectivement, les raisons pour lesquelles on a été amené à créer ICO, c'est une chose, et puis les raisons pour lesquelles chacun est arrivé par la suite, c'en est une autre. Et quelquefois, il y a des incompréhensions, mais des parcours différents qui font qu'on ne mesure plus ce que chacun a lu, et puis ce quoi il a fait-il. Parce que quelquefois on a croisé un texte, on l'a lu, on est oui bon, mais comme on ne se sentait pas spécialement touché, on l'a pas mémorisé. Et puis aussi on a eu une production, je sais pas combien on est de textes sur le site, mais ça doit approcher des 2000 maintenant. Tellement pléthorique sur ces 5 ans que c'est difficile d'avoir tout. Sauf Renaud qui connaît tous les textes par cœur. Résultat, les débats qu'il y a pu avoir, non seulement qui nous ont amenés à créer ICO, mais aussi les débats antérieurs, les débats des 10 dernières années, ça a un impact sur la manière dont on appréhende les choses. Je vais pas parler pour les autres, mais je vois quand même un peu. Finalement, ce sont des raisons assez différentes qui nous ont amenés à nous intéresser aux questions du Moyen-Orient. On n'était pas du tout prédestinés, entre guillemets, c'est des pays auxquels qu'on connaissait pas forcément, des questions qui nous intéressaient pas forcément, mais à un moment donné, on s'est trouvé pris dans ces débats-là. Et notamment, moi j'ai le souvenir, je crois que Pascal l'a vécu encore plus fort que moi, au début des années 2000, et notamment à partir des questions liées à la guerre d'Afghanistan et la guerre d'Irak, est monté en puissance ce courant islamo-gauchiste qui hurlait à l'islamophobie chaque fois que on critiquait les islamistes, ce qui du coup par réaction a fait que on a considéré que c'était réellement un terme qui servait en réalité à couvrir une sympathie pour l'islamisme. Je précise un petit peu les choses. En général, l'argumentation de ces gens consiste à dire il faut pas faire d'amalgame entre les islamistes et les musulmans, et si vous attaquez les islamistes, vous faites un amalgame. Ce qui est un petit peu délirant, puisqu'en réalité c'est précisément le contraire. C'est en considérant qu'il y a un amalgame chaque fois qu'on parle des islamistes, qu'on fait cet amalgame, musulmans ordinaires se sentent souvent pas concernés quand on parle des islamistes. De même que le catholique ordinaire ne se sent pas forcément concerné quand on parle des lefévristes. C'est des mondes complètement différents. Donc, du coup, cet usage du mot islamophobie, il a été très 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 marqué par ces débats-là,
et ça a oblitéré toute discussion par la suite. Les camarades moyen-orientaux, encore plus que nous, parce qu'un certain nombre vivent dans l'émigration, dans des pays où il y a des systèmes communautaristes très forts et où en plus il n'y a pas de tradition laïque, donc il y a une très très grande difficulté à discuter des questions religieuses, se sont pris ça dans la gueule un certain nombre de fois, alors qu'après tout, faut bien reconnaître que quand on est un militant iranien ou irakien, pour le coup, la question religieuse, que ça soit celle de l'islam politique ou que ça soit une question religieuse au sens large, elle se pose. On ne peut pas faire de politique sans la poser. Donc, ils se sont pris ça dans la tronche en permanence et ils ont réagi. Du coup, effectivement, c'est un peu un terme maudit et on voit bien encore aujourd'hui qui sont les plus prompts à l'employer et qu'est-ce qu'ils ne sont pas prêts à employer par ailleurs. Et ça, c'est très important. La question qui s'est posée par rapport à la fameuse manifestation, contre-manifestation contre riposte laïque, c'était bien là-dessus. C'est qu'il y a des gens qui disaient on va faire une manifestation contre l'islamophobie, ok, mais qui ne voulaient pas entendre parler de la question de l'antisémitisme. On est à quelques jours après des attentats antisémites. Il y a des gens qui ont été tués parce qu'ils étaient juifs. Un djihadiste qui a choisi de les tuer, d'aller dans un magasin juif pour tuer des juifs. Oui, il faut parler de la question de l'antisémitisme. C'est pas des questions complètement déconnectées. Donc voilà, c'est vraiment pour ça que c'est un mot qu'on a tendance à ne pas employer. C'est un mot qui est employé par des gens dans un sens extrêmement particulier, qui est loin d'être neutre et qui souvent sert à cacher tout un tas d'autres choses. Donc prudence. Voilà. Et en plus, je rajoute, c'est un mot qui est quasiment pas employé en dehors des milieux de certains milieux gauchistes. Voilà, je laisse la parole à Arlande. Je voulais juste rajouter à côté de milieu universitaire, c'est un média aussi, c'est que ouais effectivement j'ai réussi à appuyer sur le micro. Je voulais rajouter aussi parce que j'ai pris le temps de regarder donc récemment il y avait une centaine d'actes racistes dans tous les cas des attaques contre les mosquées, lieux de culte et des personnes dernièrement. Et à chaque fois, lorsque ça a été revendiqué entre guillemets, au moins par des tags, etc., à côté des tags nazis avec des swastikas, enfin des croix gammées, en général à l'envers, parce qu'ils ont toujours pas appris comment il faut taguer les croix gammées. Mais enfin bref, souvent à côté, il y a des Arabes d'or, tuer tous les Arabes, morts aux Arabes, etc. À aucun moment, donc il s'agit bien des actes bien racistes. Il s'agit d'un racisme qui est anti-arabe, anti-noir. Effectivement, la religion dernièrement a, comment je dirais, le caractère religieux de cette haine, etc. est constant. Voilà, réel ou supposé ou peu importe, mais il s'agit quand même d'une ancienne rengaine raciste bien française de souche, qui a un racisme bien primaire, anti-arabe et anti-noir. Donc on peut inventer n'importe quel mot, un petit peu des nouvelles définitions, etc. pour expliquer mieux. Bien sûr qu'il y a des choses à expliquer parce que le racisme, autant que le capitalisme, le patriarcat, etc. L'idéologie change, évolue dans le temps, s'adapte à des nouvelles donne, etc. Mais pour moi, ces choses-là, enfin, franchement, c'est beaucoup plus à la limite même certaines explications. Je dirais même que l'antisémitisme, dans sa version originelle, les définirait mieux que le mot qui est islamophobie. Mais encore, faudrait, je pense pas que beaucoup, surtout à l'extrême gauche, dire que les Arabes et les Juifs partagent un petit peu les mêmes conditions, surtout face au racisme. Je pense pas qu'ils ont vraiment d'intérêt à le mettre en avant. Voilà, je voulais pas créer la polémique ou je sais pas quoi, mais je voulais le préciser. Est-ce qu'il y a d'autres camarades qui veulent intervenir ou est-ce que on se quitte là?
Visiblement, il n'y a pas d'autres interventions. Il y a quelques personnes qui ont dû quitter en cours de route. Voilà. Donc, et surtout, il y a des gens qui avaient l'air de vouloir venir, mais qui n'ont pas réussi à se connecter. Je ne sais pas pourquoi. Fabien, j'espère que le fichier de son est meilleur. Ça sera sans doute meilleur avec la voix de Pascal qu'avec la mienne, surtout ce soir. Donc voilà, si on arrive à avoir une nouvelle vidéo, ça serait encore mieux. Et du coup, on proposera, je pense, une prochaine réunion publique assez rapidement, parce qu'on va essayer de reprendre le cycle de formation qui avait été amorcé. Justement, de toute façon, on va parler de questions d'immigration la prochaine fois.